Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Rodolphe Carte. Bonjour Valentin. Vous êtes journaliste, collaborateur à la revue Éléments, Front Populaire et également à la revue Omerta, enfin au média Omerta. Et nous vous recevons aujourd'hui pour ce livre Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, aux éditions de la Nouvelle Librairie, un essai pour découvrir pour certains Georges Sorel, un penseur à la fois ambigu, qui a admiré dans sa vie Lénine autant que Mussolini, qui a été marxiste autant que conservateur, et donc c'est quelqu'un qui est évidemment essentiel pour penser aujourd'hui les nouveaux clivages, ceux qui sont adeptes de la troisième voie, de dépasser le clivage gauche-droite. Donc on va avoir une foule de thèmes à aborder aujourd'hui, puisque Georges Sorel est un philosophe extrêmement complet. Mais je vais quand même revenir avec vous d'abord sur qui est Georges Sorel, quelle était sa vie, et puis pour présenter un peu brièvement le personnage, puis ensuite on pourra rentrer un petit peu dans le fond de sa pensée. Alors tout d'abord quelques éléments biographiques. Sorel naît en 1847 et va mourir en 1922, donc quelqu'un qui va vivre deux guerres majeures, la guerre de 1870 qui oppose la France à la Prusse, mais aussi la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va vivre à la charnière, de toutes les mutations politiques qu'on va vivre et qu'on même vit encore, dont on subit encore entre guillemets les effets. C'est quelqu'un qui va s'engager par exemple au moment de l'affaire Dreyfus. Alors ce qui était assez intéressant, c'est qu'au départ il va être Dreyfusard, et ensuite quand il va se rendre compte, comme tout un cas d'autres Dreyfusards, comme par exemple Péguy, qu'il y a eu comme on pourrait dire une malversation, ou entre guillemets le combat légitime qu'il pouvait y avoir à la défense du capitaine Dreyfus a été orienté pour attaquer plutôt l'armée ou même par exemple l'église, alors qu'on s'en fichait un petit peu du cas du capitaine Dreyfus. Et donc c'est quelqu'un qui va vraiment concentrer, qui va vivre aussi au moment de l'expansion du mouvement syndicaliste, parce que ça c'est quelque chose dont on se rend vraiment plus compte, mais à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on a des révoltes très violentes. On a par exemple la fusillade de Draveil. On sait que, par exemple, à l'époque, c'était Georges Clemenceau qui avait fait tirer sur les émeutiers. On sait qu'à l'époque, c'est vraiment des mouvements de masse, et vraiment, il y a vraiment des possibilités de changement très, très intéressantes. Et aussi, c'est aussi évidemment quelqu'un qui va vivre au moment d'un changement de régime majeur de l'histoire de France. C'est le moment où on passe de l'empire de Louis-Napoléon Bonaparte à la Troisième République, et avec tout aussi tous les corollaires politiques et les mutations qui vont s'en suivre. Alors bien sûr, et j'ai oublié de préciser aussi que dans le même temps que votre livre sortait aux éditions Crisis, le livre phare de Georges Sorel, Les Réflexions sur la violence, puisque c'est un penseur de la violence et de l'action également, et on va avoir l'occasion aussi de revenir forcément, de faire des parallèles avec l'actualité, puisque bien qu'il soit un adepte de la violence, je ne suis pas sûr qu'il aura été forcément favorable aux émeutes qui ont parcouru l'actualité de ces derniers jours. Mais donc voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est à la charnière de nombreux régimes, d'ailleurs qui va aussi beaucoup changer d'opinion pendant sa vie. Exactement. Il est royaliste dans sa jeunesse, il va ensuite être extrêmement touché par le marxisme. Il est marxiste, très visionniste. Absolument. Il va devenir ensuite anarcho-syndicaliste. Voilà. Et sur la fin, on va dire juste avant la Première Guerre mondiale, il va même faire un certain rapprochement avec le courant monarchiste. En 1911, 1912, 1913, on a les cahiers le cercle Proudhon qui va émerger. Le cercle Proudhon, c'est la convergence à la fois d'une partie des syndicalistes. Alors là, l'emblème, entre guillemets, la figure emblématique de ce mouvement, c'est Émile Puget, mais aussi, par exemple, Édouard Berthe. Et de l'autre côté, on va retrouver des monarchistes comme par exemple Georges Valois ou Henri Lagrange, qui vont essayer entre guillemets de faire une convergence des deux extrêmes, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, justement dans un mouvement d'unification. Alors évidemment, il y a des divergences qui vont persister, mais par contre, ils vont se retrouver sur certains points, comme par exemple l'antiparlementarisme, l'antidémocratisme, et bien évidemment, l'opposition face aux plutocraties financières, parce que la Troisième République, c'est vraiment entre guillemets, on se souvient du scandale Stavinsky, ce genre de choses, ça va vraiment être ouais, voilà, exactement. Donc là aussi même si il va jamais participer à ces cahiers directement, on voit qu'il y avait vraiment à l'époque une émulsion intellectuelle qui était vraiment intéressante à mon avis. Absolument, et qui permet de penser aussi aujourd'hui par-delà le clivage gauche-droite, et en fait finalement envisager au moins un rapprochement de ces deux faces de l'antilibéralisme. Je voulais quand même revenir d'abord à sa pensée, donc aux choses qui ont été chères à sa vie, ou qu'il a maintenues dans toute sa vie. D'abord, il y a cette haine de la bourgeoisie, là on va pouvoir continuer sur cette Troisième République, puisqu'il tire notamment
finalement son marxisme d'abord d'une haine de la bourgeoisie. Cette haine, elle n'est pas seulement économique, puisque vraiment la valeur phare finalement de sa pensée, c'est la morale. Je pense que on peut être d'accord pour postuler cette chose. Et donc, ce qui va guider sa vie, c'est le besoin de retrouver finalement une morale, on va dire chevaleresque, en tout cas héroïque, ce qui fait qu'il se trouve finalement aux confins d'une sorte de nietzschéisme où il va vouloir retrouver cette morale, et puis en même temps la défense des travailleurs, puisque c'est aux travailleurs qu'il va vouloir appliquer cette morale. Donc c'est ça en fait finalement la clé de son aspect, de son double aspect révolutionnaire conservateur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne va pas se cantonner à la seule critique économique qu'on pourrait retrouver chez les marxistes. Je me souviens d'un mot de Maurice Barrès qui appelait justement le parti marxiste le parti du ventre. Et justement, Georges Sorel, il a cette profondeur d'analyse en disant que les situations économiques sont évidemment explicatives et très déterminantes dans les comportements humains, mais il y a aussi des choses en plus qui vont s'ajouter, si je puis dire. Donc par exemple, quand il doit traiter d'une question politique, il va toujours l'appréhender sous 3 angles. Tout d'abord, l'angle économique, bien évidemment, il restera marxiste même s'il participera au mouvement révisionniste ensuite et d'évolution du marxisme, il restera marxiste toute sa carrière, mais c'est aussi quelqu'un qui va avoir une analyse profonde sur le droit et sur la morale, comme vous venez de le dire. L'esprit bourgeois, ce n'est pas qu'un capital financier, qu'être détenteur des moyens de production ou même d'être propriétaire, justement des moyens de production. C'est aussi un esprit, c'est le Geist, comme disent les Allemands. Alors là, on peut retrouver des penseurs de l'époque comme Werner Sombart aussi, qui avait analysé cet esprit où il opposait l'esprit marchand à l'esprit du héros. Donc là, on va retrouver tout ce cheminement intellectuel chez Sorel. Et c'est quelqu'un, entre guillemets, qui va désenclaver et qui va sortir le marxisme de ses ornières, parce qu'il va aussi évidemment comprendre quelque chose de très important à mon avis, c'est que les mouvements, les hommes sont meus par des choses qui les dépassent et par des passions. À l'époque, il faut aussi se remettre dans l'idée que fin 19e, il y a Gustave Le Bon qui va sortir son fameux livre sur la psychologie des foules. Alors là, par exemple, on peut encore faire des rapprochements avec les événements qu'on rencontre aujourd'hui. C'est que les foules, les hommes sont traversés par des pulsions irrationnelles. Et donc c'est justement là-dessus que Sorel va essayer d'appuyer en disant il faut essayer de réinstaurer dans le mouvement prolétarien ces dimensions héroïques, comme vous l'avez très bien dit. Et c'est aussi pour cela qu'il va se référer, par exemple, au mouvement des premiers chrétiens. Il disait que les premiers chrétiens, ils subissaient brimade sur brimade, et ils étaient complètement, mis au banc de la société romaine. Mais par contre, ils vont avoir cette force intérieure, cette énergie qui va les faire résister. Et au final, on sait bien comment ça a fini. Les chrétiens vont prendre le pas sur justement la société antique et païenne qu'on rencontrait à Rome, et donc avec tous les effets qu'on a connus en Europe. Et c'est ce qui va expliquer aussi son rapport ambivalent avec le christianisme, puisqu'il va refuser il va refuser de mourir avec un crucifix devant son lit, mais en même temps, il va défendre les chrétiens traditionnalistes face aux modernistes déjà à l'époque. Exactement. Donc, ce qui l'importe lui, c'est finalement le dépassement de la condition matérielle, et vraiment alors il va être aussi très influencé par Bergson dans la question du mythe mobilisateur, c'est-à-dire qu'il va vouloir, pour lui, l'essentiel, c'est d'amener les gens à l'action par le mythe et donc par les choses qui dépassent. Henri Bergson, c'est une figure qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais par contre, il faut se remettre dans l'esprit qu'au début du XXe siècle, Henri Bergson, il est professeur au Collège de France, c'est vraiment une sommité. C'est, on pourrait dire, une célébrité internationale. Ses travaux sont repris par maintes et maintes personnes. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui, après, la Révolution, on est donc un siècle après la Révolution, l'esprit des Lumières, entre guillemets, où on devait arriver dans une société rationnelle, ce genre de choses, on sent il commence à apparaître des discours dissidents par rapport à cette idéologie. Et même un des livres de Sorel en 1908, qui est l'idéologie du progrès, comme vous l'avez très bien dit, montrait très bien qu'en fait l'idéologie du progrès, c'était avant tout l'idéologie de la bourgeoisie. C'est ce qui lui permet d'avoir un certain discours, c'est ce qui permet encore aujourd'hui de mettre au banc justement certaines pensées, ce genre de choses. Et donc oui, on a à l'époque toute cette émulsion intellectuelle qui va permettre d'opposer un nouveau discours au contre-discours de la Troisième République,
République, très rationaliste, très droit de l'homiste, ce genre de choses. Qui assèche finalement la morale et qui assèche les hommes et qui finalement empêche la révolte des classes populaires. Bien évidemment, voilà. Ça c'est certain. Et donc on va poursuivre. Il y a aussi un autre maître extrêmement important dans la vie de Georges Sorel qu'on n'a pas encore évoqué, c'est Joseph Proudhon. Alors là aussi, il faut remettre Proudhon à sa juste place, parce que quand on a eu un rapport assez distant à Proudhon, on peut en voir en lui un philosophe anarchiste, un précurseur de l'anarchisme. En réalité, il est bien au-delà de ça, et c'est quelqu'un qui est extrêmement déjà conservateur dans ses mœurs, évidemment. et qui a une certaine figure, là aussi une vertu cardinale de Sorel, c'est la romanité, c'est-à-dire la volonté de retrouver l'esprit romain. On pourrait dire qu'ils font partie d'un certain mouvement néo-romain. Comme vous l'avez très bien dit, ils sont conservateurs, que ce soit sur la question du couple, la question de la relation homme-femme ou même des mœurs en général. Par exemple, Proudhon, c'est l'auteur de la pornocratie. C'est une attaque à l'époque déjà en règle justement contre un certain féminisme, un certain côté libéral-libertaire qu'on pourra retrouver ensuite chez des penseurs socialistes comme Michéa qui sont plus récents. Et effectivement, Sorel, en fait, ils vont percevoir quelque chose de très intéressant, c'est que à la base, la logique libérale s'accompagne toujours de la logique libertaire. Alors comme je l'ai dit, ça va être aujourd'hui repris par des auteurs modernes comme Jean-Claude Michéa, mais on avait par exemple Michel Clouscar qui avait écrit des livres très intéressants. Et donc on a tout ce mouvement de socialistes, anarchistes, qui entre guillemets ne tombent pas dans les ornières de l'idéologie du progrès, de la culture. Aujourd'hui, la queue de comète, c'est le wokisme entre guillemets. Eux, entre guillemets, défendaient la famille patriarcale. Sorel avait des prévisions assez juste. Il disait qu'à partir du moment où on va commencer à déliter la figure du père, ce genre de choses, on va enchaîner toute la conséquence. Alors aujourd'hui, il pensait pas à son époque au mariage gay ou à ce genre de choses, ou à la GPA ou ce genre de choses. Mais évidemment qu'on peut retrouver une suite logique à tout cela. Oui, c'est la prise de conscience tout à fait légitime et normale quand on a un peu de bon sens, que ce qui protège d'abord les classes populaires, c'est les structures familiales et les structures qui les finalement en font des personnes particulières et les protègent du marché qui tend vers l'unité et l'uniformisation. C'est fondamental, mais c'est même une critique qu'on a pu retrouver par exemple chez une certaine pensée contre-révolutionnaire et corporatiste, en disant que bien évidemment le système de l'ancien régime avait cette arme, mais par contre c'était un système très protectionniste entre guillemets, comme vous l'avez dit, sur le plan des mœurs, sur le plan économique, sur le plan de la solidarité, des solidarités ethniques, de la famille justement. Et Marx a des paroles par exemple très dures contre la loi Le Chapelier, parce qu'évidemment que ça a permis de détruire les structures féodales, mais par contre ça a atomisé l'individu, ça l'a mis entre guillemets tout seul entre l'État et les patrons, et évidemment une fois qu'il n'y a plus de structure pour protéger, l'ouvrier se retrouve seul face au patron. Et même je vais pouvoir un peu approfondir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, donc 1830, que va se créer aussi le courant socialiste, anarchiste. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, on a trois forces majoritaires au 19e siècle en France. On a les Blancs, donc ça c'est le mouvement contre-révolutionnaire, réactionnaire, royaliste, exactement. On a les Bleus, alors là on va plutôt retrouver les partisans de la Révolution française, mais à l'époque on a aussi des Girondins, c'est des personnes qui sont assez libérales, entre guillemets, dans leurs mœurs, ils sont droits de l'homiste, ce genre de choses. Et donc il va y avoir une troisième force, donc là on a bien le bleu, blanc, rouge, entre guillemets, ce sont les rouges, là ce sont les socialistes, les anarchistes. Alors certains vont se revendiquer de la Révolution française, bien évidemment, mais par contre ils vont apporter un nouveau discours beaucoup plus critique sur l'apparition de la société industrielle justement, et avec tous les effets désastreux que ça va entraîner sur les sociétés, sur les peuples et ce genre de choses. Et donc on va effectivement avoir cette critique. Alors il y a aussi une autre chose qu'il faut aussi, un autre mythe qu'il faut détruire entre guillemets, c'est sur sa vision de la propriété, puisque donc Proudhon comme Sorel n'était pas. Il y a cette fameuse phrase qui revient souvent, la propriété c'est le vol. Proudhon quand il parle de ça parle d'une propriété bien particulière qui est celle de la propriété du capital qui s'accapare finalement les fruits des travailleurs. Mais on a vraiment une volonté chez Proudhon et chez Sorel de garantir au contraire une propriété pour tous les citoyens. Et on retrouve en fait cette vision de la structure qui doit protéger et en fait accumuler les contre-pouvoirs pour créer une société équilibrée. En fait, il faut bien comprendre chez ces auteurs que c'est des auteurs par phase. C'est des auteurs qui vont évoluer. Alors, comme vous l'avez très bien dit, le Proudhon de
1840, c'est le Proudhon de la fameuse phrase « le vol, c'est la propriété ». Alors, il faut bien se remettre aussi là en tête qu'il écrit ça au moment de la monarchie de Juillet. Donc là, on est au moment comment dire, de la monarchie Orléans. C'est là le droit de propriété, c'est le droit roi, c'est une bourgeoisie qui est en train de se construire. Donc quand, à l'époque, Proudhon fait cette déclaration, il provoque un véritable tollé. On lui envoie des lettres de menaces, c'est vraiment très dur. Mais par contre, il va évoluer, entre guillemets. Quand il déclare en 1840 que la propriété c'est le vol, en 1862, il me semble de tête, quand il reprend cette notion de propriété, il va justement l'opposer par exemple à la puissance accaparatrice de l'État ou même des sociétés industrielles. Il va dire la propriété c'est vraiment la propriété individuelle, vous l'avez très bien rappelé, c'est pas la propriété accumulative où les gens accumulent X nombre d'appartements pour se créer de véritables empires. Là c'est vraiment la petite propriété sur encore le modèle romain à la Virgile si vous voulez. C'est le petit paysan qui laboure sa propre terre, qui est maître sur sa propre terre et qui, entre guillemets, laisse tranquille ses voisins, ou alors il peut y avoir des petites communautés ou des démocraties, mais vraiment très proches des démocraties directes quasiment. Et oui, effectivement, c'est des gens qui vont nous ramener comme ça à notre idéal romain, entre guillemets. C'est l'idéal du petit citoyen laboureur, soldat, exactement. Mais ce qui est drôle, c'est que là, chez Proudhon et chez Sorel, on la trouve chez des personnes qui sont plutôt donc classées à gauche ou même qui sont athées, mais c'est aussi des présupposés idéologiques qu'on va retrouver par exemple chez des auteurs plutôt catholiques comme Chesterton, Hilaire Belloc, exactement, qui vont aussi faire une glorification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir cette protection de la propriété sans tomber dans la dérive libérale de l'accumulation ou alors de la propriété sauvage. Là, on est vraiment dans une propriété enracinée, c'est-à-dire que le citoyen qui a sa propriété, il l'a hérité de ses parents, il la lèguera à ses enfants. Donc là, on a vraiment, un idéal de transmission, de culture, d'enracinement, et justement, c'est une notion qui est, à mon avis, assez intéressante à opposer à la propriété libérale, déracinée, cosmopolite. Complètement, c'est un vice du capitalisme d'avoir, on va dire, perverti la propriété et fait croire d'ailleurs que le capitalisme était intéressé par la propriété alors qu'il est intéressé que par la domination et que c'est une propriété dynamique finalement accumulatrice. Vous faites bien de le rappeler. On retrouve vraiment ces auteurs de la troisième voie. On sort finalement vraiment du clivage gauche-droite et c'est vrai que ça fait aussi naître un courant qui va ensuite parcourir jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et par exemple les programmes du Conseil national de la résistance aussi, où on essaye finalement de casser cette opposition qui a marqué le 19e siècle et le début du 20e entre capitalisme et socialisme. Exactement. Vous le mentionnez très bien, par exemple la notion de participation que voulait mettre en place le général de Gaulle, on peut dire que c'est une doctrine sociale. René Capitan, il était entouré entre guillemets de gaullistes sociaux comme on avait dit. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est que, à l'époque, ces penseurs anarchistes, socialistes, syndicalistes se désolidarisaient du mouvement de gauche qui était vraiment assimilé à la République. Et par exemple, ce qui est très intéressant sur la période actuelle et notamment sur le côté des racailles, c'est qu'à l'époque, ces mouvements, entre guillemets, avaient des positions très dures contre la racaille. À l'époque, ils appelaient ça le lumpenprolétariat. Et je sais que, par exemple, Engels, qui est le co-auteur du manifeste du Parti communiste avec Marx, avec des paroles tout à fait très dures envers cette lie d'individus, cette racaille, et même Marx par exemple qui reprenait l'exemple des Lazzaroni. Les Lazzaroni, c'était entre guillemets des petits brigands napolitains qui vivaient au jour le jour de petites rapines. Et par exemple déjà à l'époque, les penseurs socialistes se sont dit est-ce qu'on peut intégrer ces individus pour nous aider dans le mouvement social. Et eux, ils étaient complètement ils étaient radicaux sur la question. Ils disaient non, bien évidemment que non, il ne faut pas du tout qu'il y ait de convergence des luttes avec ces gens-là. Ces gens-là corrompent le mouvement social. Donc là, on a... Ils sont les meilleurs alliés de la bourgeoisie puisqu'ils entretiennent l'insécurité, ils entretiennent la peur. Exactement. Et aujourd'hui, on le voit, les émeutiers ou même les casseurs, il n'y a aucune considération haute ou idée directrice d'une volonté ou projet politique, d'une volonté entre guillemets de libération véritable des banlieues. On est dans la pure rapine, dans le pur appétit matérialiste. Et par exemple aujourd'hui quand on voit tout, votre chroniqueur l'a très bien rappelé, Bilongo par exemple, ou la LFI, Mélenchon, David Guiraud ou Antoine Léaumont, quand ils essayent de draguer cet électorat entre guillemets, ils font défection par rapport à la véritable tradition socialiste. Ils sont en complète rupture
rupture, effectivement. Ah bah bien évidemment, c'est certain. Pour des basses raisons électoralistes, et d'ailleurs ça peut nous amener à l'un des livres phares, donc qui est réédité aux éditions Crisis, Réflexion sur la violence de Georges Sorel, où il considère la violence finalement comme enfin il ne l'adule pas en tant que telle, il dit qu'elle est bonne parce qu'elle permet de reviriliser finalement les classes populaires, mais en aucun cas elle doit servir d'abord un projet politique d'émancipation. Bien sûr. Alors là, il faut un peu revenir en arrière aussi, je pense. À l'époque, la doctrine, entre guillemets, de la tolérance, de l'exclusion, de la violence au sein de la société, on peut la faire remonter, je pense, à Hobbes. Bon, là, j'y vais un peu à la truelle, mais entre guillemets, Hobbes, à l'époque, va sortir, faire toutes ses thèses et son programme autour de l'État moderne, de l'État vraiment qui est là pour garantir la sécurité. Polémos, c'est guerre de toutes choses, selon la célèbre phrase des Grecs. Donc, il se rend bien compte, en plus, à l'époque, faut se remettre en tête qu'il écrit à l'époque des guerres de religion, c'est-à-dire c'est les guerres intestines, c'est les guerres les plus terribles, c'est vraiment, comme dit la formule, où le frère s'arme contre le frère et il s'arme contre le père, enfin c'est vraiment des guerres vraiment terribles. Mais par contre, Sorel va arriver et va dire oui, d'accord, c'est très bien entre guillemets d'avoir mis au banc, entre guillemets, la notion de violence, ce genre de choses, mais par contre, elle est fondatrice au niveau des sociétés. Et on sait très bien que la constitution d'institutions dans une société, c'est pour, entre guillemets, endiguer cette violence. Ou, entre guillemets, que les hommes, au lieu d'interagir entre eux par la violence et le rapport de force, le fassent par le biais, par exemple, d'élections, ce genre de choses. Mais par contre, quand ces institutions, comme aujourd'hui, sont remises en cause, qu'on n'a plus, une idée qui surpasse la société, comme ça peut être l'idée de Dieu, l'idée de nation, l'idée de peuple, entre guillemets, on arrive dans un ensauvagement total au niveau de la société, horizontal, où les gens vont s'étriper, vont se jeter les uns sur les autres et tout. Donc là, l'importance de ce livre, la réflexion sur la violence de Georges Sorel, c'est qu'il va reposer ces questions, en disant qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ce genre de choses. Et là aussi, c'est très intéressant. Parce que par exemple, Georges Sorel n'aurait pas du tout donné un blanc-seing aujourd'hui aux émeutiers. Oui. Georges Sorel, c'est quelqu'un à l'époque qui critique le tournant de 1793, avec l'apparition de la terreur, en disant que bien sûr que non. En fait, Sorel, dans sa tête, l'idée de violence, comme vous l'avez très bien dit au début de notre entretien, elle a un rapport consubstantiel à la morale. C'est vraiment l'idéal guerrier, de l'honneur, ce genre de choses. Il va faire souvent référence aux guerriers homériques, même aux guerriers de Napoléon ou même aux chevaliers du Saint-Graal, ce genre de choses. Alors, il écrit ce livre quelques années avant la Première Guerre mondiale, donc Exactement. Il n'y a pas encore cette dimension technologique de la guerre aussi, qui déshumanise et qu'on va retrouver chez Junger, par exemple. Et même, je trouve, un autre point de convergence avec notre époque actuelle, c'est que Sorel, à l'époque, écrit ce livre en parlant que la violence fait partie intégrante des sociétés et qu'il faut penser cette question. Et à l'époque, déjà, les pacifistes, ceux qui professent un certain angélisme lui tombent dessus en lui disant oui, vous professez une morale d'Apache. Mais par contre, Sorel, au moment de la Première Guerre mondiale, alors qu'il avait au début, avant cette période, parlé de la notion de violence, des fois de manière un peu radicale, il faut l'avouer, c'est quelqu'un qui va pas du tout tomber dans le bellicisme, en fait, dans le il sera pas du tout va-t-en-guerre, il sera plutôt non pas dans un pacifisme de défense. Mais il rejettera l'union sacrée, par exemple. Oui, voilà, par exemple. Alors bon, il a certaines raisons qui lui sont propres, mais par exemple, une critique à mon avis qui est assez intéressante, ce qui va très bien mettre en jeu que c'est avant tout le sacrifice de populations prolétaires, entre guillemets, au profit des bourgeoisies transnationales et européennes déjà à l'époque. Sorel, c'est quelqu'un qui voit, comme par exemple Vilfredo Pareto, le célèbre sociologue italien, que cette guerre civile entre Européens, elle va faire le jeu, après tout, de la puissance américaine. Déjà, ces personnes-là, ils voient que la main, de l'oncle Sam commence à se profiler sur l'Europe, ce genre de choses. Et aujourd'hui, le parallèle qu'on peut faire, qui est assez intéressant, c'est que quand on est en période pacifique, vous avez des grandes âmes, comme par exemple Raphaël Glucksmann ou BHL, qui vont se faire les professeurs de la tolérance, de l'humanisme, du cosmopolitisme. Mais par contre, dès qu'on passe dans des périodes de guerre, comme sur le conflit russo-ukrainien, c'est des gens qui vont être totalement bellicistes, va-t-en-guerre, qui vont être là pour la production de munitions, en plus dans des guerres de proxy, qui sont des guerres vraiment insupportables. Et justement, c'est assez drôle ce distinguo. Absolument. Je trouve. C'est parce que c'est aussi ce que dit Bernanos dans Lettres aux Anglais, par exemple, où il explique que la bourgeoisie n'a jamais servi que ses propres intérêts et que donc elle était pacifiste au moment où le pacifisme servait ses intérêts, et au moment où la guerre devient nécessaire, elle fait la guerre avec le même angélisme avec lequel elle défendait la paix il y a quelques mois avant. Ah oui, mais pour revenir à la notion de violence, puisque vous avez raison de dire qu'elle est centrale sur la société, là on peut encore faire un parallèle avec l'actualité toute récente, toute chaude. On a ce préfet de l'Hérault
Figaro, je sais pas si vous avez vu ça hier, qui a fait une sortie qui a marqué aussi beaucoup Sandrine Rousseau et consorts, puisqu'il revendiquait que pour donc ces émeutiers qui brillaient des voitures, de leur donner, je cite, une claque et au lit, deux claques et au lit, pour finalement à leur apprendre en fait la notion de sanction. Et on voit aujourd'hui que ces mêmes gens qui sont très angéliques sur la manière d'éduquer les enfants, toujours dans la non-violence, dans le fait limite de s'abaisser au niveau des enfants, en fait produisent une société encore plus violente que ce que une société autoritaire et patriarcale pourrait faire. En fait, ce qui est aussi intéressant dans le peuple, c'est qu'on voit comme un revirement de morale. Aujourd'hui, par exemple, vous avez vu l'incroyable succès de la cagnotte pour les policiers. Alors on peut trouver ça indécent, qu'importe. J'ai envie de dire que il y a comme un sursaut, et ça, c'est un peu en plus à la suite de l'affaire Palmade, ou même par exemple de la volonté de mettre des drag queens dans les écoles. On sent qu'il y a un certain sursaut populaire où les gens disent il y a un bon sens qui revient. C'est une notion qu'on a souvent décriée. On a souvent dit oui, le peuple français est abruti par une sous-culture américaine de masse, une culture racaille, ce genre de choses, ce qui est vrai aussi dans les marges. Mais par contre, on sent qu'il reste des poches de bon sens dans ce peuple français. À l'époque, George Orwell, que vous avez mentionné juste avant, parlait de common decency. Et c'est vrai qu'on retrouve des éléments de résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accumulation de ces petits actes de résistance, ça fabrique un environnement mental qui permettra peut-être demain d'opposer des véritables oppositions à ce gouvernement et à ce genre de choses. Donc ce sont des éléments assez intéressants, je pense. Ça prend en compte, et puis qui montre finalement que c'est dans l'inconfort et dans la contrainte qu'on progresse, et non l'inverse. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus. On va aussi revenir sur d'autres traits de la pensée de George Sorel, son pessimisme. On verra que son pessimisme est loin d'être un pessimisme nihiliste. On aura aussi l'occasion de se pencher sur ses relations dans son temps avec ses époques et ses affaires politiques. Mais tout de suite, il est dans quelques secondes 9h pile sur Ligne Droite, et on va faire un tout petit point d'information. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes avec toujours Rodolphe Carte, journaliste, collaborateur à la revue Éléments, Front Populaire et Omerta, auteur de cet essai aux éditions de la Nouvelle Librairie, Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, et puis en même temps la Nouvelle Librairie, enfin les éditions Crisis. En tout cas, on en profitait pour republier ce livre Réflexions sur la violence, le livre phare de la pensée de Georges Sorel, donc un penseur de la troisième voie, entre marxiste et conservatisme. Nous étions en train d'aborder avec Rodolphe Carte la notion de la violence, la notion de la volonté du besoin de reviriliser finalement la société pour remettre au centre des valeurs de hiérarchie. Dans la même veine, donc, on a aussi dans un rapport à l'histoire, un rapport au temps qui est fondamentalement pessimiste chez Georges Sorel. C'est aussi un autre trait de sa pensée qui le démarque autant des auteurs marxistes que d'autres auteurs. Tout simplement, alors c'est un pessimisme qui l'oppose surtout à cette espèce d'optimisme angélique, comme on le disait, des Aristides brillants, du pacifisme, et qui en fait c'est un pessimisme qui est censé finalement contraindre l'homme et pour l'amener à l'action. Donc c'était pas un pessimisme nihiliste aujourd'hui comme on pourrait voir du monde qui s'en va et dont on doit mourir en silence. C'est un pessimisme qui est censé amener à l'action. Oui, il est toujours dans cette idée de critique de l'idéologie, de l'idéologie du progrès. À l'époque, fin 19e, on a tout, autour des gares, par exemple, la construction de ces petites roquets qui s'appellent Bar de l'Avenir ou Bar, je sais pas, mais vous savez... Café du Progrès. Ouais, Café du Progrès, exactement, ce genre de choses. On a aussi toutes les expositions universelles. Entre guillemets, l'humanité est confiante. On a le développement du scientisme, du positivisme. On a vraiment on a vraiment dans la tête qu'on quitte les temps obscurs anciens, ceux des préjugés, ce genre de choses, pour arriver vers les temps lumineux d'une humanité réunie, qui est plus de guerre, ce genre de choses. Un écrivain qui est par exemple assez emblématique de cette époque, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, il a une position assez angélique. Pour lui, c'est la fin, ça sera demain les États-Unis d'Europe, c'est la fin. On a aussi, ce qui est assez intéressant, c'est le développement du réseau ferroviaire. Tous les hommes vont être demain en connexion, ce genre de choses. Or, on s'est bien rendu compte que plus on amenait de mondialisation dans le monde, plus on avait de balkanisation. C'est la fameuse formule de Régis Debray, c'est que plus les gens, entre guillemets, sont déracinés, plus par, un retour un peu cathartique ou un retour de braquet vont se
recroqueviller sur leurs identités, revenir à ce genre de choses. Donc Sorel était quelqu'un déjà à l'époque qui avait très bien perçu cet aspect de retournement qu'il allait avoir. Et même c'est quelqu'un qui a une bonne analyse et là qui partage avec un autre auteur marxiste qui est Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, il avait fait une analyse assez intéressante de l'État. Il montrait très bien qu'un État, ce n'est pas que des institutions et un État politique. C'est aussi la société civile. La société civile, c'est-à-dire les universitaires, les médias, les associations, le monde culturel. Et aujourd'hui, on l'a très bien vu, par exemple, au moment où on reprochait entre guillemets à notre camp, là, je mets en gros, de faire de la réappropriation sur le cas de la jeune Lola, par exemple. On se souvient qu'à l'époque, on avait une condamnation du gouvernement, mais aussi de toutes ces instances supplétives, entre guillemets. Et Gramsci avait une très bonne lecture là-dessus, parce qu'il s'était bien rendu compte que le système a une deuxième peau, et c'est cette deuxième peau de la société civile qui est parfois très dure à percer pour entre guillemets arriver à l'état politique. Et aujourd'hui, pour en revenir à ce que je disais avant sur notre génération, je trouve qu'il y a un changement là, par contre, une certaine bascule, entre guillemets, quand nous sommes, entre guillemets, de nous interdire de revendiquer la mort de Leloir, de vouloir défendre, entre guillemets, les nôtres, ce genre de choses, et ben, entre guillemets, nous, on ne marche plus. Et là, j'ai vu une certaine différence, par exemple, avec certaines générations qui nous ont précédés, qui étaient, acculées par une chape de plomb moral, qui avaient du mal à exprimer leurs idées. Je trouve que dans notre génération, on retrouve des éléments où on avance à visage découvert. Bien sûr. C'est pas forcément pas une question de fierté, mais on assume ce qu'on est. On est français, on est européen, on a envie de conserver et de faire persévérer la grande nation, entre guillemets. Donc oui, je trouve qu'il y a une certaine bascule morale là, entre guillemets, quelque chose qui était cher à Sorel. En tout cas, c'est un début, mais même s'il y a encore énormément de travail, ça c'est certain, ça. Notamment sur le plan culturel. Et d'ailleurs, cette pensée européenne, ça m'amène à aussi une partie de votre livre qui se concentre sur les relations que Sorel aura avec les différents pays européens, puisqu'il va être aussi très lu en Europe. À l'époque, c'est un penseur qu'on a beaucoup oublié, notamment que la gauche a un peu enterré, puisque c'était un peu le mauvais élève du marxisme, qu'elle a voulu faire un peu main basse. Là, c'est la préface de votre confrère David Lépée qui l'explique. Elle a voulu faire main basse sur l'histoire du socialisme, et donc elle a vraiment relégué dans les tréfonds des penseurs comme Sorel qui étaient anti-progressistes, par exemple. Oui, effectivement, c'est les thèses là, de Zerf-Sternel sur la droite réactionnaire. Zerf-Sternel va montrer qu'entre guillemets, sa thèse, c'est que la France a fait une GPA du fascisme. Entre guillemets, c'est elle qui a amené les idées d'antirationalisme, de critique des Lumières, qui entre guillemets se seront développées en Allemagne et notamment en Italie. Et donc, cette thèse sera reprise par les nouveaux philosophes, par André Glucksmann, par BHL. Ils montreront très bien qu'entre guillemets Proudhon, Sorel, tous ces penseurs, Leroux, étaient entre guillemets, je sais plus la formule de BHL, il me semble des princes du pétainisme social. Donc là, on voit déjà les liens, mais on sait très bien aujourd'hui que c'est plus dans la formule que dans le concept philosophique. D'ailleurs. Exactement. Bon, on sait que ces thèses aujourd'hui ont été démontées. Par exemple, le préfacier de la réédition des Réflexions sur la violence par Pierre-André Taguieff. On sait qu'elles ont été démontées aussi par Jacques Julliard. Oui, donc c'est des gens susceptibles d'un fascisme très aigu. Exactement. Et donc là aussi, c'est très intéressant cette bascule de la gauche, où à l'époque, ces gens ne se présentaient pas comme gauche, mais donc à cette époque vont entre guillemets maintenant se dire comme gauche. Et entre guillemets, pour moi, le véritable dernier clou dans le cercueil de ce socialisme qui était enraciné, populaire et entre guillemets originel, c'est la note Terra Nova en 2008. Alors là, pareil, pour le rappeler à nos auditeurs, la note Terra Nova, c'est une note que va faire, c'est une fondation qui va être créée par Olivier Ferrand en 2008. En fait, elle va être créée à la suite de l'élection de Barack Obama. Les socialistes français à l'époque se disent comment gagner les prochaines élections. Ils disent il faut prendre exemple sur le Parti démocrate américain. Alors la ligne de cette ligne Terra Nova, c'était entre guillemets d'abandonner le peuple historique. On se dit maintenant les classes populaires on les laisse, les industries de toute manière ont foutu le camp et ont été détruites. En plus ce peuple est il a un côté rance, c'est les déchiens, c'est les beaufs, c'est les gens qui votent Marine Le Pen, on va les laisser de côté. Et aujourd'hui la nouvelle alliance, ça va être entre les classes urbaines un peu bourgeoises, un peu cosmopolites, et justement la volonté de faire une convergence des luttes avec les minorités sexuelles, ce genre de choses, et aussi bien sûr avec les racisés et les habitants des banlieues. Et aujourd'hui, je trouve que par exemple sur le côté de la cagnotte, ou même
par rapport au vote de 2002 au second tour, et même on peut le dire avec une suite d'éléments comme ça, on retrouve vraiment aujourd'hui quasiment deux France, je veux dire, face à face. Alors d'un côté, on a cette alliance transethnique entre la bourgeoisie plutôt blanche, urbaine, et les quartiers populaires, lumpenprolétariat islamiste, et de l'autre côté, on retrouve cette France périphérique, alors composée majoritairement d'autochtones, mais aussi avec quelques individus assimilés qui prennent corps aussi. Complètement, oui. Donc c'est assez drôle aujourd'hui, cette partition qu'on retrouve de deux France, entre guillemets, qui se font face à face. Les travailleurs, d'ailleurs, on pourra en parler, mais il suffit de prendre un chauffeur Uber dans Paris, avant les élections, les 9 chauffeurs Uber sur 10 que je prends pas très souvent le Uber, je précise, mais bon, quand même, quand j'en prenais, je discutais, ils votaient tous Marine Le Pen alors qu'ils étaient issus de l'immigration, parce qu'ils en avaient marre de se faire menacer leur voiture par des racailles qui, elles, en plus, vivent des aides sociales. Tout à fait. Donc on a quand même, Sorel a cet intérêt aussi, notamment dans les clivages aujourd'hui possibles, de penser une pluralité de déterminisme, forcément culturel, économique et ethnique, et pas seulement comme aujourd'hui on a tendance aussi dans un droit très identitaire à ne penser à ne voir que le versant ethnico-culturel, et à gauche pure ne voir que le déterminisme économique. Justement, c'est très important ce que vous dites, parce que évidemment que cette racaille du bas, c'est barbare entre guillemets, c'est une formule d'Ouria Boutelja, donc on peut rien me reprocher. Évidemment qu'il faut la combattre, et évidemment qu'il faudra reconquérir ces territoires qui sont pas perdus par la République mais par la France. La République est un régime en France, ce n'est pas toute la France. Je veux dire, quand on dit il faut reconquérir ces territoires perdus par la République, c'est faux. Ce ne sont pas des territoires perdus par la République, ce sont des territoires qui appartiennent à la France. Perdus par la France et livrés par la République. Exactement. Donc là-dessus, il faut faire une petite distinguo. Et puis, évidemment, là, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que évidemment qu'il faut s'attaquer à cette racaille du bas, mais il faut aussi ne pas négliger celle d'en haut. Évidemment, entre guillemets, si je fais une métaphore, c'est très bien de s'en prendre entre guillemets aux esclaves, mais il faut aussi s'en prendre aux esclavagistes. Parce qu'entre guillemets, qui a fait venir ces masses entre guillemets extra-européennes ou plutôt hostiles en France et en Europe? C'est avant tout une certaine classe dirigeante. Qui nous a poussé entre guillemets dans l'européisme maastrichtien, c'est une certaine classe. Qui nous a poussé dans le droit de l'homisme, dans le sans-papiérisme, dans l'humanitarisme, et qui a absolument pas protégé la France au niveau de ses industries, de son économie, de ce genre de choses, c'est avant tout une certaine classe dirigeante. Donc là, oui, il faut dénoncer aujourd'hui ces émeutes, ce genre de choses, le clivage religieux qu'on peut rencontrer, le clivage ethnique, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais il faut aussi ne pas oublier que c'est avant tout aussi les effets d'une cause, et cette cause, c'est aussi cette bourgeoisie, et cette bourgeoisie, pourtant, elle est blanche, elle est tout ce que vous voulez, mais il faut aussi s'attaquer à cette engeance, entre guillemets. Complètement, et ça permet, c'est pour ça, je pense que vous avez voulu aussi refaire redécouvrir Georges Sorel, c'est que c'est quelqu'un qui nous permet de penser par-delà ce clivage gauche-droite qui aujourd'hui, on le dit depuis 5-6 ans, mais qui est désuet, et qui en fait permet, je pense qu'aujourd'hui Georges Sorel aurait été parfaitement du côté des Gilets jaunes par exemple, et que donc il y a aussi par-delà cette menace civilisationnelle migratoire, une menace mondialiste qui, elle, a beaucoup plus de pouvoir, en tout cas beaucoup plus de levier de pouvoir, et qui menace autant, sinon plus, les peuples européens et français que cette idéologie migratoire. Bah oui, parce que par exemple, là, dans son dernier meeting, Éric Zemmour est revenu sur ce conflit de civilisation, qui n'est pas du tout à négliger, qui existe, qui est vrai. Aucun reproche à dire, mais par contre il dit qu'il invalide le clivage populiste, ceux d'en haut, ceux d'en bas. Moi je ne pense pas du tout, ce clivage il est d'autant plus encore prégnant, et justement j'ai envie de dire que c'est aujourd'hui un modèle d'action justement par ce modèle d'en haut, d'opposer entre guillemets de manière horizontale deux peuples sans entre guillemets aller demander des comptes à ceux d'en haut justement. Là aussi c'est pour ça il faut savoir sortir de ce piège à mon avis, dans lequel peut nous mettre aussi cette situation d'affrontement horizontal et de guerre civile comme dit en reprenant les mots d'Éric Zemmour. Non justement le clivage populiste qu'on avait déjà bien élaboré au moment des Gilets jaunes, il est encore tout à fait prégnant. Il faut encore s'en revendiquer. Et justement, c'est plutôt là, il faut avoir une lecture transversale des choses. Évidemment que le clivage droite-gauche, le clivage civilisationnel, il a encore son intérêt. Mais après, comme vous l'avez très bien dit, c'est pas l'alpha et l'oméga de la question politique. À mon sens, il faut aussi lui donner une profondeur avec cet axe, plus économique, plus social, d'affrontement entre une classe supérieure et une classe inférieure. C'est la fameuse sécession des élites qui avait déjà bien analysé
un sociologue américain, Christopher Lush, il y a bien des années auparavant. Le Bloc populaire de Jérôme Sainte-Marie, mais ça pose aussi l'incarnation politique, puisque le Rassemblement national, pour l'instant, n'incarne pas véritablement entièrement, en tout cas, cette classe populaire. Il y a encore beaucoup de travailleurs qui sont, par exemple, à la France Insoumise. Il y a aussi on peut pas aussi dire aujourd'hui qu'ils aient un discours extrêmement défenseur de la civilisation. En tout cas, ils essayent en tout cas de s'en défendre parce qu'ils ont toujours ils sont soumis à ce clivage, cette victimisation de l'extrême droite, cette accusation d'extrême droite. Donc c'est un camp qui n'est pas encore très incarné aussi. Oui, bien sûr, mais après, il faut savoir aussi, il faut regarder du point où on part. Je pense, pour revenir sur mes propos, qu'il y a une certaine évolution par rapport au fait générationnel. Et je sais que c'est un grand écart pour le Rassemblement national aujourd'hui d'incarner, cette posture populiste, mais à la fois aussi identitaire et de protectionnisme économique, mais à la fois culturel aussi des classes populaires. Je pense qu'ils le font tout de même de mieux en mieux. On a des personnages intéressants comme Jean-Philippe Tanguy, par exemple, qui ont des positions assez dures, par exemple, sur le protectionnisme, sur la notion de souverainisme, et d'autres à côté qui donnent un peu le change sur le côté identitaire. Alors bien évidemment, à droite, Reconquête a des positions très dures aussi, donc qui entre guillemets centrise et va pousser un peu plus vers la gauche le Front National, le Rassemblement National, mais là, après on est dans la petite cuisine politicienne. Oui. Donc bien évidemment, chacun essaie de tirer les marrons du feu, et là-dessus... gageons de voir et on verra bien ce qui se passera. Ouais. Et une dernière question quand même sur ce Georges Sorel, puisque alors vous l'avez déjà évoqué, il peut pas être accusé de fascisme, en tout cas il a toujours rejeté l'État, mais il a quand même été élu dans l'Europe entre l'Italie et l'Allemagne par Carl Schmitt, également par Mussolini. Mussolini s'en est revendiqué, et puis même Lénine également de son côté, c'était un grand admirateur de Lénine. Donc comment est-ce qu'il a pu être à la fois aux confins du bolchevisme et du fascisme plus c'est quand même un penseur extrêmement transversal. Quoi. Alors oui, vous l'avez très bien dit, Mussolini, dans un entretien avec un journal espagnol, ABC, expliquait que parmi ses sources intellectuelles premières, alors il parlait de Nietzsche et même de Renan, il me semble, il mettait en premier Georges Sorel. Alors c'est un accaparement un peu abusif, parce qu'on sait très bien la formule fasciste et mussolinienne de il n'y a rien en dehors de l'État, tout pour l'État, rien contre l'État, alors que justement Sorel, il est sur cette tradition fédéraliste d'opposition à l'État qu'il avait déjà chez son maître Proudhon par exemple. Mais par contre, il y a une notion qui est assez intéressante de Carl Schmitt, comme vous l'avez très bien mentionné, c'est que Carl Schmitt, il va critiquer entre guillemets le côté parce que Sorel, il va oublier un peu le côté national justement comme acte mobilisateur. Et il était un peu trop prostré sur le côté économique des choses. Et je pense que là, Carl Schmitt avait une analyse assez fine en disant que c'est un peu un mix des deux en fait. Et donc, entre guillemets, pour avoir un mouvement national populiste assez intéressant, il faut Sorel sur la critique économique, mais il faut aussi un Maurice Barrès, par exemple, sur la critique identitaire. Complété avec d'autres auteurs. En tout cas, on vous invite également à lire d'abord le livre Réflexions sur la violence de Georges Sorel aux éditions Crisis, et puis évidemment, pour connaître un peu plus globalement la pensée de Georges Sorel, Le révolutionnaire conservateur, écrit par vous, Rodolphe Scar, donc aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui brosse très bien cette pensée. Merci en tout cas beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc journaliste et collaborateur à la revue Éléments, Front Populaire et Omerta, et que donc vous avez signé cet essai Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci à vous.